Alors, d'un côté, on a des tracteurs qui bloquent le cœur de Paris. De l'autre, des navires de guerre qui arraisonnent des pétroliers en pleine mer. À première vue, ça n'a absolument rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, ces deux événements sont en fait les deux faces de la même médaille. Derrière tout ça, il y a une seule et même question, une question fondamentale. Qui a le droit de décider? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour comprendre ce qui les relie. Cette phrase, elle a été lancée par un agriculteur en pleine manif, et franchement, elle résume tout. On comprend tout de suite que ce n'est pas qu'une histoire d'argent ou d'économie. Non, c'est bien plus profond, c'est une question d'identité, de survie. C'est vraiment le cri du cœur de tout un monde qui se sent en danger de disparition. Et ce cri, il a pris une forme assez spectaculaire. Imaginez un peu la scène. Une centaine de tracteurs menés par la coordination rurale qui décident de défier toutes les interdictions, qui forcent les barrages de police pour aller jusqu'à des lieux aussi symboliques que l'Arc de Triomphe ou l'Assemblée nationale. C'était une véritable démonstration de force, une façon de dire « vous ne voulez pas nous écouter, alors vous allez nous voir ». Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle colère? En fait, les raisons s'accumulent. Le point central, vraiment le nerf de la guerre, c'est cet accord de libre-échange, le fameux Mercosur. Ils le voient comme une concurrence totalement déloyale. Et puis, il y a aussi l'abattage de leur bétail, qu'ils vivent très mal. Mais au fond, le sentiment qui domine, c'est celui d'être trahi par des dirigeants politiques qu'ils jugent complètement déconnectés, enfermés dans leurs grands bâtiments en pierre. Tout ça, c'est un combat pour ce qu'ils appellent leur souveraineté alimentaire. Voilà une citation, disons, très imagée, mais qui explique parfaitement leur état d'esprit. L'idée, c'est que seule une action choc, une action qui dérange à la base, peut forcer les gens d'en haut à enfin sentir l'odeur du problème, si vous voulez. C'est une manière de rendre leur réalité, leur quotidien, tout simplement impossible à ignorer. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au pourquoi. Parce que si la colère est le symptôme, la maladie, pour beaucoup d'agriculteurs, elle a un nom bien précis, le Mercosur. C'est vraiment cet accord commercial avec des pays d'Amérique du Sud qui a mis le feu aux poudres, c'est le détonateur. Alors, le Mercosur, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est un énorme projet d'accord commercial. L'objectif, c'est de faciliter les échanges entre l'Europe et plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil ou l'Argentine. Comment? En faisant sauter une bonne partie des droits de douane, surtout sur les produits agricoles, le bœuf, le poulet, le sucre, etc. Et c'est là justement que ça coince. Quand on met les deux modèles face à face, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'agriculture française avec ses règles ultra strictes sur l'environnement, le bien-être animal, tout ça. Et de l'autre, eh bien, on a le modèle brésilien. Des fermes-usines gigantesques, souvent synonymes de déforestation, une main-d'œuvre vraiment pas chère, et même l'utilisation de produits comme certaines hormones qui sont tout simplement interdits chez nous, en Europe. Pour un agriculteur français, c'est juste impossible de lutter. C'est une concurrence qu'ils jugent totalement déloyale et mortelle pour eux. Et attention, ce chiffre, il est assez parlant. Il faut bien comprendre que, même aujourd'hui, avant même que le Mercosur soit signé, un quart, 25% des produits alimentaires importés en France ne respectent déjà pas nos propres normes sanitaires. Alors forcément, la crainte, c'est que cet accord ne fasse qu'empirer une situation qui est déjà très limite. On voit bien que ce combat va bien au-delà de l'économie. Ça touche à cette idée de souveraineté alimentaire. L'enjeu, ce n'est pas seulement de sauver des emplois. C'est de revendiquer le droit, pour une nation, de décider de ce qu'elle met dans son assiette, de comment sa nourriture est produite et avec quelles règles sanitaires et écologiques. Ok, maintenant on change complètement d'échelle. On quitte les champs français pour la scène mondiale, parce que cette même quête de contrôle, de vouloir imposer ses propres règles, eh bien on la retrouve aussi au plus haut niveau, menée par la plus grande superpuissance de la planète. Regardez un peu cette chronologie. Tout ça en janvier 2026. En l'espace de quelques semaines à peine. Une opération commando au Venezuela, la saisie d'un bateau en plein Atlantique et des discussions très sérieuses sur l'achat d'un territoire qui appartient à un pays allié. Cette série d'actions unilatérales, coup sur coup, dessine les contours d'une politique étrangère qui semble faire fi des règles internationales qu'on pensait établies. Certains experts ont même donné un nom à cette approche, la doctrine Monroe. C'est un clin d'œil bien sûr, à Donald Trump et à la vieille doctrine Monroe. L'idée de fond, c'est que les États-Unis s'autoriseraient à intervenir n'importe où sur la planète, bien au-delà de leur traditionnel arrière-cour, dès qu'ils estiment que leurs intérêts nationaux sont en jeu. Mais comment ça marche concrètement? Le mécanisme clé, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Le principe est aussi simple que radical. Pour Washington, la loi américaine s'applique à tout le monde, partout. Et l'arme pour imposer ça, c'est le système financier. En menaçant de couper l'accès au dollar, les États-Unis peuvent mettre à genoux n'importe quelle entreprise ou même un pays entier en le forçant à obéir sous peine de faillite. Et des exemples concrets, il y en a. On se souvient de l'amende monumentale, presque 10 milliards de dollars, pour la banque BNP Paribas en 2014. Plus récemment, un juge français de la Cour pénale internationale qui se retrouve sur une liste noire américaine, ce qui fait de lui un paria financier.
Ou encore cette menace à peine voilée de rétablir les visas pour les Européens s'ils ne partagent pas leurs données biométriques. On voit bien que ça touche tout le monde, y compris les plus proches d'alliés. Et voilà, on arrive au cœur de notre sujet. Le tracteur de l'agriculteur et le navire de guerre de la Navy. Aussi différents soient-ils, ils deviennent les symboles du même combat. Un combat pour la souveraineté. Et la question, au final, est d'une simplicité désarmante. Qui décide ? En fait, ce conflit met face à face deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, il y a ceux qui défendent la souveraineté nationale. Une nation doit être maître de son destin, de ses lois, de ce qu'elle mange, pour protéger sa culture et ses habitants. Et de l'autre, ceux qui prônent une approche plus globale. Pour eux, c'est le libre-échange et la coopération internationale qui apportent la richesse et permettent de régler les grands problèmes de la planète. Et entre ces deux visions, il n'y a pas de réponse simple. Alors, qu'il s'agisse de la plainte d'un éleveur qui a peur pour l'avenir de sa ferme, ou de la démonstration de force d'une superpuissance qui veut redéfinir les règles du jeu mondial, la question qui se pose en filigrane est exactement la même. C'est une question de pouvoir et de contrôle. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Du champ de cet agriculteur jusqu'à la grande scène mondiale, du local au global, de la terre à la mer, une bataille est engagée. Une bataille pour savoir qui, à la fin, aura le pouvoir d'écrire les règles qui vont façonner notre avenir.